Buenos días a todos y todas, estudiantes del curso Coursera de Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y bienvenidos a otra de nuestras entrevistas a egiptólogos para hablar de diversos temas relacionados con nuestra disciplina. La lección a la que esta charla está relacionada es la lección que hemos titulado Rosetta. Está dedicada, como sabéis, en parte a la historia del Egipto grecorromano y en parte al desciframiento de los jeroglíficos por Champollion y al nacimiento de la egiptología como disciplina científica. Y a esto justamente vamos a dedicar la conversación de hoy, puesto que nos gustaría reflexionar sobre cómo nació la egiptología, sobre qué es la egiptología, cómo podemos definirla, sobre cuáles son sus métodos, sobre cuáles son sus retos futuros y sobre por qué es una disciplina tan prestigiosa desde un punto de vista social. Y para hablar de todas estas cosas tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Pascal Vernus, al profesor Pascal Vernus, que es uno de los más importantes egiptólogos de la actualidad, un egiptólogo prolífico que ha escrito sobre todo sobre filología egipcia, sobre lengua, sobre escrituras, sobre literatura y en general sobre la cultura del Antiguo Egipto. Pascal Vernus es profesor, ahora emérito, de la École pratique des hautes études en París, en la rama de ciencias filológicas, y es autor de innumerables publicaciones entre libros y artículos especializados, fundamentalmente sobre filología egipcia, tanto lengua como escrituras como literatura, y en general sobre cultura e historia de Egipto. Encore bonjour, professeur. Buenos días. Je vous remercie beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour cet entretien. J'aimerais commencer par quelque chose de biographique. Comment avez-vous décidé d'être égyptologue et comment ont été vos premières années dans la discipline? C'est au lycée que j'ai eu la vocation d'égyptologue. On avait étudié l'Égypte ancienne et on nous avait expliqué que les hiéroglyphes étaient des images. Mais ça ne me suffisait pas comme explication. Je voulais comprendre. Bien sûr, je comprends très bien qu'on puisse écrire oiseau en dessinant un oiseau. Mais quand vous voulez dire fondement de la métaphysique des mœurs, comment faire avec des images? Alors c'est ce problème qui me hantait et dès le lycée, j'ai essayé de le comprendre. J'ai été invité par un professeur à l'école pratique des hautes études alors que j'étais encore jeune lycéen. J'avais 13 ans, je quittais le lycée le soir et j'arrivais à toute vitesse à l'école pratique où je suis devenu professeur après pour apprendre l'égyptien. Cette vocation, j'ai essayé bien entendu de l'affermir en suivant des cours. J'ai fait l'agrégation, j'ai fait un doctorat et je suis parti comme pensionnaire à l'Institut français d'archéologie orientale qui est une fondation du gouvernement français en Égypte pour étudier la civilisation pharaonique. Et ensuite, à mon retour de l'Institut français, j'ai été nommé professeur à l'école pratique des hautes études. On va passer maintenant à parler de la discipline elle-même. Quelle est l'origine de l'égyptologie scientifique et comment cette origine a pu déterminer l'essence et le caractère de la discipline? L'égyptologie comme discipline est née avec le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822. En effet, jusqu'à l'époque de Champollion, on avait les monuments égyptiens avec plein de textes, mais on ne savait pas les lire. On ne pouvait donc pas faire grand-chose. C'est effectivement la possibilité de lire les hiéroglyphes, qui sont des milliers sur tous les monuments, qui a permis de faire naître l'égyptologie comme discipline. Et à partir de ce moment-là, l'égyptologie est devenue une vraie discipline. Alors bien entendu, comme vous pouvez le pressentir, c'est une discipline d'abord philologique, puisqu'elle s'appuie sur les milliers de textes que nous ont légués les anciens Égyptiens. Et elle s'est développée ainsi. Après Champollion, il y a eu de nombreuses expéditions qui ont essayé de repérer les textes, qui les ont copiés. On a étudié ces textes, on a essayé de faire une histoire de l'Égypte pharaonique et peu à peu, la discipline égyptologique s'est étendue dans le monde. La première chaire a été en Italie, c'est celle de Rossellini, et puis ensuite dans les grands pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, on a créé la France bien sûr, on a créé des chaires d'égyptologie et l'égyptologie est devenue vraiment une discipline scientifique englobant non seulement la philologie, mais aussi l'archéologie, mais aussi l'iconographie, comme elle l'est maintenant. On peut donc dire que l'égyptologie, c'est une science qui s'occupe de produire un savoir sur l'Égypte pharaonique en étudiant de manière critique
tous les monuments que l'Égypte pharaonique nous a légués. Alors, bien entendu, le secteur le plus important, ça reste la philologie. On ne peut pas être égyptologue sans connaître la langue égyptienne. Bien entendu, on ne demande pas à tout le monde d'être des virtuoses de la grammaire, mais il faut avoir des notions de hiéroglyphes, sinon c'est vraiment très délicat comme position. On affronte sans cesse des textes, si on ne sait pas les traduire, c'est ridicule. Donc, la première chose, l'égyptologie, c'est d'abord une discipline philologique. Mais j'insiste bien, ce n'est pas qu'une discipline philologique. Il y a par exemple un champ relativement autonome qui est l'iconographie, l'étude des lois qui régissent le décor des tombes, qui régissent les sculptures en ronde-bosse. De plus en plus, ce secteur est devenu autonome grâce en particulier à des sémioticiens qui ont travaillé sur la sémiotique de l'image. Et donc le deuxième secteur de l'égyptologie, c'est l'iconographie. Et puis il y a un troisième secteur très important aussi évidemment, c'est l'archéologie. Là, il faut dissiper une confusion. Beaucoup de gens confondent archéologue et égyptologue. Ce n'est pas exactement la même chose. Bien entendu, les égyptologues sont tous un peu archéologues, mais tous les archéologues ne sont pas égyptologues. Pourquoi? Parce que l'archéologie est devenue une discipline qui a ses propres lois. C'est une discipline qui étudie les restes, les vestiges, sans s'occuper forcément des textes. Elle peut s'en occuper, mais ce n'est pas son point le plus important, et qui a des méthodes propres. Elle a des méthodes d'autant plus spécifiques que les progrès de la science ont introduit dans l'archéologie ce qu'on appelle l'archéométrie, c'est-à-dire les données très précieuses que nous donnent les sciences exactes pour mieux comprendre les vestiges que nous affrontons. Par exemple, je donne un seul exemple, ça suffira, la palynologie. Depuis un certain temps, l'étude des pollens permet de dire à quelle saison vivaient les gens, les Égyptiens que l'on rencontre. Un autre apport aussi pour l'archéologie, c'est la médecine. Ce qu'on appelle la paléomédecine a apporté énormément. Lorsque nous avons une momie, nous pouvons maintenant savoir de quoi souffrait le personnage, à quel âge il est mort, quelles sont les maladies qu'il a eues durant son existence, etc., etc. Il y a donc un troisième discours qui est le discours archéologique. Alors, il faut bien comprendre les choses. Ces trois discours sont autonomes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont séparés, surtout pas, surtout pas. En fait, en dernière instance, l'égyptologue, c'est celui qui maîtrise la philologie, qui sait aussi utiliser les données de l'iconographie et les données de l'archéologie et qui combine ces trois données pour produire une connaissance globale sur la civilisation pharaonique. Donc je crois à la définition, l'égyptologie, c'est produire des connaissances sur la civilisation pharaonique en utilisant toutes les données de tout genre et en faisant sur ces données, j'insiste bien, un discours critique. Ça, c'est le fondement même de la science, un discours critique sur la documentation. Parfait, très bien. Qu'est-ce que vous comprenez par discours critique? Le discours critique, c'est prendre les documents et les étudier, essayer de sortir ce qu'ils peuvent nous livrer comme information en partant du bon sens. C'est-à-dire en comparant les documents les uns avec les autres, en montrant que certains mentent, que d'autres mentent plus, etc. Et en confrontant les documents, en mettant ces documents en série, en mettant ces séries entre elles, c'est la confrontation systématique à l'aide du raisonnement et du bon sens qui produit le sens critique. Alors, à la différence des autres sciences de l'Antiquité, l'objet d'étude de l'égyptologie, c'est-à-dire l'Égypte ancienne, a suscité dans le passé et suscite encore dans l'actualité une fascination des milliers de non-spécialistes et donne à la discipline un prestige social unique parmi les autres sciences historiques. Vous avez parlé des zones grises autour de l'égyptologie, d'égyptophilie, d'égyptomanie. Quelles sont, à votre avis, les raisons et les caractéristiques de ces phénomènes? Alors, vous avez dit très judicieusement que l'égyptologie exerce une fascination particulière sur le grand public et donc crée une zone grise autour des égyptologues proprement dites. Pourquoi? Je crois qu'il y a un certain nombre de raisons. D'abord, les momies et la mort. Il ne faut pas oublier que l'Égypte ancienne, ça touche la mort qui interroge tout le monde. Et donc, dans la fascination pour l'Égypte, il y a les momies. Par exemple, en Espagne, les récentes exhibitions sont des exhibitions sur les momies, premièrement. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle
le fantasme Ali Baba. Alors qu'est-ce que j'appelle le fantasme Ali Baba? C'est l'idée qu'un jour, on ouvre une porte et d'un seul coup, des trésors se révèlent à nous. Eh bien, le fantasme Ali Baba, nous l'avons tous, hein, vous, moi. Et le fantasme Ali Baba, il se réalise dans la découverte de la tombe du Toutankhamon. Rappelez-vous l'anecdote, Carter qui gratte le mur et donc Carnarvon qui lui dit « Que voyez-vous » ? Je vois des choses merveilleuses. Comment résister à ça? Bon. Troisièmement, il y a la Bible aussi, il ne faut pas oublier ça. Surtout aux États-Unis, la fascination pour l'Égypte ancienne, c'est parce que l'Égypte ancienne joue un rôle énorme dans l'Ancien Testament. Je pense que tout le monde connaît Moïse et les 10 commandements. Hein. Ensuite, une autre raison, c'est le mystère. Il y a beaucoup de gens qui sont fascinés parce qu'il y a quelque chose de mystérieux. Comment on écrit avec des images, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a la monumentalité écrasante de l'Égypte. Quand on regarde une pyramide, quand on voit les temples de Karnak, on est écrasé et fasciné. Et en plus, la dernière cause, à mon avis, c'est surtout le style égyptien. Le style égyptien a quelque chose de magique. Pourquoi? D'abord parce qu'il est très artificiel, mais qu'en même temps, il réussit le prodige de faire passer pour naturel ce qui est artificiel. Je m'explique. Quand vous allez voir par exemple un mastaba, une tombe, vous avez des scènes de la vie quotidienne. Ces scènes sont faites selon des conventions très artificielles et très loin de nous. Et pourtant, n'importe qui entre dans un mastaba et voit ces scènes a l'impression de rentrer dans le monde des anciens Égyptiens. Et je crois que c'est ça le miracle égyptien, j'appelle ça le naturel de l'artifice. Ce qui fait qu'en dehors des égyptologues professionnels comme vous et comme beaucoup d'autres, il y a autour une zone grise où des amateurs, des passionnés à divers degrés, pour divers motifs tournent autour. Comment définir alors l'égyptologie par rapport à ces autres expressions de l'intérêt par l'Égypte ancienne? Comment définir l'égyptologue? Qui est l'égyptologue aujourd'hui? L'égyptologue, c'est quelqu'un qui produit des connaissances sur l'Égypte pharaonique dans un contexte officiel, que ce soit un musée, que ce soit une université, comme vous êtes professeur, vous enseignez, officiellement reconnu. À côté de l'égyptologue professionnel, il y a deux catégories, l'égyptophile et l'égyptomane. Alors l'égyptophile, c'est quelqu'un qui aime l'Égypte en général comme région géographique. Bien entendu, il aime l'Égypte ancienne, mais il aime autant l'Égypte moderne. Et à côté, il y a l'égyptomane. Alors l'égyptomane, c'est un peu plus compliqué. En français, l'égyptomane, le suffixe man a deux sens. Ça a d'abord le sens faible, ça veut dire quelqu'un qui a une passion, un hobby. Donc il y a des égyptomanes qui font de l'égyptologie comme ils jouent au football, c'est-à-dire c'est leur passe-temps, ils collectionnent les petites cuillères avec des représentations des pharaons. Certains apprennent les hiéroglyphes simplement pour s'amuser. Hein. Et il y a en France des cours privés où les gens paient pour apprendre, simplement pour la joie d'apprendre. Ils sont passionnés, ils vont en Égypte et ils sont en général des gens sympathiques et parfois ils produisent des produits aussi bons que les professionnels. Ça, c'est l'égyptomane quand je prends man au sens faible. Malheureusement, il faut en parler, il y a l'égyptomane où man a le sens fort de folie. Et il faut bien le regretter, il y a autour de l'égyptologie certains qui sont passionnés par l'Égypte ancienne dans des vues délirantes. Hein. Par exemple, les Égyptiens seraient les descendants des extraterrestres, ça serait le continent de l'Atlantide. Il y a la pyramidologie où les gens pensent que dans les proportions des pyramides, il y a inscrit tout le devenir de l'humanité, etc., etc. Donc là, le sens manie a un sens fort de presque folie, et malheureusement, ces discours-là sont parfois un peu parasitants pour l'Égypte ancienne. Mais heureusement, la plupart des égyptologues ou même des égyptomanes sont des gens sensés et qui pratiquent leur passion de manière raisonnable. Simplement, il faut se méfier des folies qu'on peut dire sur l'égyptologie, sur l'Égypte ancienne. Vous avez tout récemment parlé de l'arrogante insularité de l'égyptologie du XXe siècle. Qu'entendez-vous par là? Cette insularité est-elle dépassée? Quels sont les défis de l'égyptologie d'aujourd'hui? Et effectivement, parce que justement elle avait du succès auprès du public, parce qu'elle avait des objets que chacun se reconnaissait comme étant merveilleux, je parle de Néfertiti, de Toutankhamon, à un certain moment degré, l'égyptologie s'est enfermée sur elle-même. Elle ne regardait qu'elle, elle avait un regard méprisant sur les autres disciplines. C'est les autres disciplines qui essayaient d'aller chercher dans l'Égypte des matériaux, mais l'Égypte ancienne s'enfermait, ne regardait pas ce qui se passait ailleurs, et c'est ce que j'appelle l'arrogante insularité. Ça a duré jusqu'à la fin du XXe siècle. Et puis il y a eu un grand changement, heureusement,
Et désormais, l'égyptologie s'ouvre aux autres disciplines, en particulier à l'anthropologie. Désormais, un égyptologue se doit d'avoir une culture anthropologique. Pour vous donner un exemple précis, l'égyptologie s'est ouverte récemment à un des plus grands mouvement de société de notre époque, le féminisme. Vous savez que le féminisme bouleverse tout sur son passage, c'est peut-être une des plus grandes mutations que nous avons à notre époque. Eh bien, il y a un écho dans l'égyptologie. Nous avons des dizaines de livres sur la femme dans l'Égypte ancienne. Il y a même maintenant des études, des gender studies, vous savez, qui sont à la mode. Donc ceci est sympathique, ça prouve que l'égyptologie a fini sa prétention orgueilleuse parce qu'elle avait Néfertiti, elle a compris que c'était une science comme les autres et qu'elle doit aussi accueillir tout ce que les autres sciences peuvent lui apporter. Et donc le programme futur de l'égyptologie, c'est de s'ouvrir encore davantage et de dialoguer avec les autres disciplines de manière à construire un savoir qui dépasse les civilisations, mais qui soit un savoir sur les civilisations humaines en général. Comment se construisent-elles? Pourquoi y a-t-il des monuments? Et pas seulement en Égypte, mais partout. C'est ça, je crois, un savoir sur l'homme. Dans cette perspective, l'égyptologie doit être un humanisme. Ouais. On peut parler du sens de l'histoire. Absolument, un humanisme. Et effectivement, le sens de l'histoire a porté sa pierre à notre interprétation du sens de l'histoire et du développement de l'humanité, en particulier pour l'écriture. Parce que vous savez que l'égyptologie, l'Égypte ancienne, joue un rôle formidable dans la naissance d'un phénomène fondamental pour la culture humaine, c'est l'apparition de l'écriture. Oui, bien sûr. On va parler un peu plus des hiéroglyphes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de la philologie égyptienne? Absolument. Champollion a bien entendu cassé le code. Mais Champollion n'était qu'un début. C'est évidemment un génie, mais il restait après à utiliser ses découvertes pour lire les milliers de textes que l'on avait. Et ce n'est pas facile, vous êtes bien placé pour le savoir. Les hiéroglyphes, il faut les lire, il faut comprendre ce qu'ils disent. C'est une langue qui est morte, dont nous ne connaissons même pas la vocalisation, parce que je rappelle que l'écriture égyptienne ne note que les consonnes. Donc on a une écriture sans voyelles. Imaginez les confusions possibles. Et donc la construction de la connaissance de la langue a été une très longue entreprise. Il y a, après Champollion, un nom qui est éminent, c'est celui de Allan Gardiner. Allan Gardiner est un génie, c'est peut-être le meilleur égyptologue après Champollion. Il a publié un ouvrage qui reste la base de toute l'égyptologie. J'incite tous ceux qui étudient l'égyptologie à acheter l'Egyptian Grammar de Gardiner. Elle date de 1927, mais elle reste la pierre fondatrice. Vous trouvez tout dedans. Vous trouvez tous les exemples de grammaire, vous trouvez un vocabulaire, vous trouvez même une liste de signes qui reste encore à l'heure actuelle la plus précieuse. Et cet homme a non seulement construit cette grammaire qui est la pierre fondamentale de l'égyptologie, mais il a publié des dizaines et des dizaines de textes très difficiles de toutes les époques, en lisant en hiératique. Le hiératique est une cursus des hiéroglyphes. C'est absolument le génie de l'égyptologie, le deuxième, après évidemment Champollion. Reste que cette langue égyptienne, on la connaissait quand même très mal. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, on a essayé d'appliquer à l'égyptologie les acquis de la linguistique. Vous savez que la linguistique s'était développée entre les deux guerres, qu'elle avait créé ses méthodes, et en particulier, au début des années 60 à peu près, un égyptologue israélien, Polotsky, a appliqué le structuralisme, les recettes du structuralisme à la connaissance de l'Égypte ancienne, et il a fait faire des progrès. Mais ces progrès ne sont pas définitifs. Après Polotsky, on a vu que le structuraliste avait beaucoup de fécondité, mais il avait aussi quelque chose d'un peu vieillot maintenant, puisque nous avons de nouvelles méthodes, et désormais, il y a toute une école de jeunes égyptologues, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui appliquent d'autres méthodes que le structuralisme, auquel on rend hommage. Le structuralisme était très précieux, mais il est un peu vieilli maintenant, et il y a d'autres méthodes, comme par exemple le fonctionnalisme. En particulier, on essaye d'être plus sensible au contexte, et surtout au sens. Une langue, ça porte du sens. Il faut donc essayer de bien rendre toutes les notations, toutes les nuances de sens que porte un texte, et ça, on a encore un énorme travail à faire. On pourrait parler du problème du verbe. Quel est ce problème? Alors, le problème du verbe, c'est la chose suivante. Dans l'Égypte ancienne, comme dans beaucoup d'autres langues, le système verbal évolue
en se fondant sur la phrase nominale. Je veux dire par là que des constructions qui sont des phrases nominales, alors j'explique, la phrase nominale, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. Par exemple, en arabe, au lieu de dire « je suis dans la maison », « estoy en la casa », eh bien en arabe on dit « moi dans maison », il n'y a pas de verbe être. Donc cette construction sans verbe est fondamentale. Mais ce qui se passe en égyptien et dans beaucoup d'autres langues, en arabe en particulier, c'est que ces constructions nominales, peu à peu, se verbalisent. C'est-à-dire qu'elles deviennent des constructions verbales. Comment ? Mais tout simplement parce qu'elles prennent des valeurs temporelles, elles prennent des valeurs modales, elles prennent des valeurs aspectuelles, et ce sont donc les propriétés même du verbe qui, peu à peu, passent dans la phrase nominale. Autrement dit, l'Égypte ancienne est très importante parce que sa langue montre de manière exemplaire comment un système évolue en passant de la phrase nominale qui devient peu à peu une phrase verbale, et ainsi de suite, selon des cycles réguliers. Pour finir, comment voyez-vous l'égyptologie hispanique, c'est-à-dire espagnole, portugaise, latino-américaine, dans l'actualité ? Elle est extrêmement active. Je suis absolument frappé par le nombre non seulement de gens qui s'intéressent en général, mais par le nombre de jeunes égyptologues et brillants égyptologues qui sont soit d'origine portugaise, espagnole ou même sud-américaine. Je vais vous donner quelques exemples. En Espagne, nous avons actuellement plusieurs missions qui fouillent en Égypte et qui ont des résultats sensationnels. Récemment, il y a eu une grammaire faite par un Brésilien, une grammaire de l'égyptien en portugais. Au Portugal, on a créé une chaire d'égyptologie, ce qui fait que le Portugal, ça sanctionne la modernité du Portugal. Ce pays qui était sous une dictature obscure auparavant, le voici qui a désormais une chaire d'égyptologie qui fait des fouilles. Donc moi je suis absolument enthousiasmé par la vivacité de l'égyptologie espagnole. Malheureusement, le problème, c'est que l'institution en Espagne, ou les institutions en Espagne, ne prennent pas toujours en compte la spécificité de l'Égypte ancienne. On veut absolument la ranger dans l'histoire ancienne. Alors, il arrive ce qui est arrivé, je vais vous donner un cas exemplaire. Actuellement, en ce qui concerne l'histoire économique de l'Égypte pharaonique, l'un des plus grands spécialistes mondiaux est espagnol. Mais il n'a pas pu faire ses études en Espagne. Il est venu en France, il a fait une thèse avec moi, il est rentré au CNRS. Pourquoi ? Mais parce qu'en Espagne, on ne lui reconnaissait pas une place en tant qu'égyptologue. On le reconnaissait en tant qu'historien de l'Antiquité. Mais alors vous voyez, c'est un peu regrettable. D'un autre côté, c'est quand même bon, parce que c'est grâce à sa culture espagnole de la science de l'Antiquité qu'il a pu apporter beaucoup à l'Égypte ancienne et qu'il est devenu maintenant l'un des plus grands spécialistes unanimement reconnus de l'histoire économique et sociale. Il s'agit de ? Il s'agit de Juan Carlos Moreno García. Alors, merci profesor Vernus por ce très intéressant entretien y muchas gracias a vosotros también por habernos seguido en esta charla sobre filología egipcia, sobre la egiptología, sobre el prestigio social de la egiptología en el mundo actual y hasta siempre.